Twitter, ou X, mais, mais surtout Twitter, car jusqu'à preuve du contraire, on tweet sur ce site, on ne X pas. Quoique bon, ça dépend ce qu'on en fait de ce site. Twitter, j'insiste, c'est un peu l'endroit où je fais ma communication, parce que j'ai un métier qui nécessite de faire de la communication. Je suis auto-entrepreneur, je fais des fursuites, et je suis donc confronté à constater le fait qu'il y a une ambiance qui est de plus en plus pesante sur ce site, de voir des gens défendre une cause ou un point de vue avec force, colère et conviction, et de l'autre côté, de voir des gens se polariser et devenir de plus en plus extrêmes dans leurs propos. C'est fou. Ce climat est dû à un mix entre plusieurs facteurs que je listerai sur plusieurs vidéos, et on va commencer par la partie émergée de l'iceberg. Donc, avant de parler des gens, parlons technique. Donc, avant de constater en quoi c'est une fosse à purin, avec entre autres pas mal de petits purins qui estiment être en or, il faut d'abord exprimer en quoi c'est une fosse avant de parler des petits purins. Donc, essayons de faire rapide néanmoins, car c'est plutôt facile à comprendre, et certains d'entre vous l'ont déjà compris. Donc, Twitter, c'est un réseau social classique en apparence. Il permet l'anonymat, avec des pépé manga et des pépé foot, comme beaucoup d'autres réseaux en somme. À part peut-être Facebook qui limiterait cette notion d'anonymat, mais vous-même vous savez. En d'autres termes, tu peux dire des horreurs tout en restant caché. Il a ses spécificités. Déjà son algorithme. Comme tous les algorithmes, il identifie ce que vous aimez pour vous balancer des posts en rapport avec les dites choses que vous aimez. Normal. Le but étant de générer plus d'interactions, plus de commentaires, des likes, des partages, etc. Or, ce qui génère le plus d'interactions, ce sont les posts qui génèrent le plus d'émotions. Et souvent, c'est la colère. Jusque-là, rien de surprenant. Sauf que Elon, il a bien limité la modération, donc si des gens veulent poster un salut nazi ou autre horreur, c'est plus facile, n'est-ce pas? Donc pour générer plus de réactions, permettons au taré de se révolter, bien sûr, allons-y, let's go. La modération, on la fait nous-mêmes maintenant, avec des notes de la communauté, ils sont intelligents chez Twitter. Ajoutons à cela la limitation de caractères, la bonne idée, 280 par post. Alors pour le succès de la plateforme, c'est super intelligent, d'un point de vue pragmatique. Alors comment accrocher des gens? Il faut stimuler, avec plein de stimulation, avec plein de petits posts qui s'enchaînent. Pas des posts longs, surtout pas des posts longs, car les gens veulent se détendre et sont par définition feignants à la lecture. Ce qui fonctionne bien, c'est ce qui est facile à comprendre. Des images, des courts textes, des images, hop, stimulation, hop, tu rigoles, hop, tu pètes un câble car tu n'arrives pas à trouver de Luigi, hop, t'es consterné, hop, tu es attendri, hop, tu bandes, et tu voudrais écrire plus. Paye. Tiens, bim. Alors, on en rigole, mais maintenant, on va parler des effets que ça a provoqué sur le long terme. Et on n'est qu'au sommet de l'iceberg. Alors, attention, préparez-vous, c'est déjà pas mal. Donc c'est quoi la méthode pour être un minimum vu sur un site avec peu de modération et qui privilégie ce qui fait réagir avec peu de caractères et sous couvert d'anonymat? Choquer des gens. Voilà, choquer des gens. Bon, allez, j'exagère, il faut surprendre. Et pour surprendre, il faut créer une bonne surprise. Par exemple, la fursuite de Stromae avec les yeux animés, là. C'est une surprise et ça fait le buzz. Ou alors par le rire. Il y a pas mal d'émotions majeures qui permettent de générer des likes et du partage, mais nous avons aussi la colère et le dégoût, le cynisme, la punchline, le rejet. Tout ce que vous voulez tant que c'est culotté et que ça peut faire rire tellement vous avez eu les couilles de le dire. Encore un exemple avec Pierre Ménès qui s'en prend régulièrement dans la gueule. Et ça fonctionne peu importe votre camp. Ça tire à balles réelles dans les deux sens. Et dans chaque camp, ça jugera de l'inefficacité des balles du camp opposé. Et non sans condescendance. Et je suis sûr que certains d'entre vous, à la vue de ces images, ont rigolé. Et même si vous êtes profondément pas d'accord, parce que c'est osé. Et vous êtes surpris du nombre de likes? L'explication, c'est juste l'algorithme. C'est Twitter qui crée des chambres d'écho ou des bulles de filtre. Alors, si vous connaissez pas le terme, je vais l'expliquer. Les gens sont exposés majoritairement à des contenus qui ressemblent à leur opinion. J'ai déjà dit précédemment dans la vidéo. On leur montre des informations similaires à ce qu'ils likent. C'est l'algorithme. Par ailleurs, entre parenthèses, les gens dans la dite bulle vont parfois voir un post opposé à leur opinion. Du coup, ils vont réagir fortement. Mais du coup, Twitter, il fait quoi? Du coup, il se dit, il a commenté ce post, ça veut dire que ce thème lui plaît. Du coup, il va rebalancer des posts que l'autre déteste et paradoxalement, il va réagir de plus belle. Et ça provoque un effet boule de neige. Et c'est pour ça que vous finissez parfois à voir de plus en plus de choses qui ne vous plaisent pas. Et dans tous les cas, ça provoque plusieurs effets que je vais vous lister. Primo, les 10 gens dans la bulle sentent que le groupe grandit. Et l'assurance grandit. Et ils en viennent à se like davantage entre eux, parce qu'ils chopent de l'assurance. Secondo, certaines personnes qui voient les posts extrémistes avec autant de likes se disent qu'ils peuvent s'exprimer et rejoindre cette sphère. Car quelque chose qui est beaucoup liké donne l'impression d'être moins extrémiste et donne l'impression d'être plus accessible. Ils peuvent potentiellement se dire ce n'est plus une honte de s'exprimer sur ce sujet, vu que c'est partagé par plus de personnes. Ils ont une certaine puissance de parole, une certaine notoriété, donc je vais rejoindre cette sphère. Tertio,
D'autres personnes qui s'indignent de ce chiffre en parlent et paradoxalement, quand beaucoup de gens s'opposent à un contenu en le citant et en le commentant, l'algorithme peut lui donner encore plus de visibilité. Mais sachez qu'une partie des supporters de Justin Bieber viennent des haters qui en ont fait la pub. C'est pareil sur internet. Un exemple avec ce brave monsieur qui prend une décision pour sa fille, qui ne semble pas avoir le choix. Vous devinerez que le nombre de retweets qu'on voit, ce n'est pas pour lui jeter des fleurs, et tant bien même, j'ai été consulter tous les retweets. Et ça a été super chiant d'ailleurs. Mais j'ai fait des statistiques. 99% des retweets vont contre lui. Et pour les 11% restants, il y a 3% de neutres et de blagues. Maintenant, je vous invite à constater le nombre de likes comparé au nombre d'abonnés. Les likes en plus ne viennent probablement pas seulement des 8% de retweets qui allaient dans son sens. La mécanique est simple. Quand vous retweetez quelqu'un pour le critiquer, vous aurez un petit nombre de vos viewers qui iront voir le post d'origine et tout bien considérés seront plutôt d'accord avec celui que vous critiquez. Ça sera une minorité à chaque fois. Mais bad buzz après bad buzz, à force de petites progressions, on finit par aller loin. Entre parenthèses, je vais parler d'un sujet qui ne concerne pas forcément notre fandom. Pour aller plus loin dans la folie de l'algorithme de Twitter, il existe des groupes Telegram, Discord, WhatsApp qui font le brigading. Le brigading, c'est une sorte de push coordonné où un membre poste un contenu stratégique provocateur, raciste, complotique ou que sais-je sur Twitter, et partage le lien sur le groupe pour que les autres like, commentent, retweetent pour déclencher l'algorithme de Twitter qui va booster le post en détectant un engagement rapide. Et ça, c'est beaucoup de groupuscules. Alors, je connaissais pas, j'ai appris ça en faisant des recherches, mais on a eu par exemple la Reconquista Germanica, désolé si je prononce mal le mot. C'est un groupe d'extrême droite en Allemagne qui avait pour but d'humilier les opposants. Un grand classique. Ou les QAnon qui... ils ont des choses à dire. Beaucoup de théories à diffuser aussi. Ah oui, pas mal, oui. Ah oui, pas mal de... Ils ont pas mal de choses à dire, ouais. Et encore une fois, une autre information pour vous parler de l'algorithme Twitter qui ne concerne pas forcément le fandom, vous avez des bots qui sont programmés pour poster du choquant. Il y a des bots, des personnes, des groupes qui font des ratio bait en postant exprès un truc choquant dans le but que d'autres viennent les critiquer et tenter un ratio. En gros, ils cherchent le bad buzz, ils cherchent volontairement à se faire ratio pour avoir de la pub. Ils se servent de vous pour que leur idéologie soit retweetée, pour que d'autres personnes le voient. Le problème de l'algo Twitter, c'est qu'il se dit « Wow, le post a été très actif, mettons-le en avant !» Car un algorithme, ça ne comprend pas ce qui est négatif. Et votre post ratioté, si on peut dire ça comme ça, gagne encore plus d'engagement. Donc si vous vous posez la question, oui, certains posts sont créés pour se faire ratio. Et l'exemple le plus emblématique, c'est le White Lives Matter. Il a été créé par des groupes d'extrême droite pour saboter la visibilité du mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd. Ça s'est organisé dans des groupes privés sur Cash and Discord pour balancer des images mêmes, des drapeaux, des provocations, avec des phrases courtes et des punchlines pour maximiser la viralité. Et ça a été posté à des heures bien précises, avec des hashtags bien précis, pour jouer sur l'algo Twitter, et ça crée l'indignation et le fameux bad buzz. Tout ça, ça a mécaniquement amplifié la visibilité. On joue sur votre colère. Et le pire, c'est qu'ils y arrivent. Le visuel n'est pas représentatif de ce qui s'est passé, mais vous pouvez constater que le hashtag perdure encore aujourd'hui. White Lives Matter est devenu trending sur Twitter dans plusieurs pays en quelques heures. Beaucoup de journalistes, d'influenceurs, d'utilisateurs lambda ont réagi furieusement, ce qui sans le vouloir a boosté l'opération. C'est putain de malsain. Cet environnement, ces habitudes, ce fonctionnement propre à Twitter provoque un changement global de comportement. Et ça, c'est permis entre autres par le manque de modération. Même si ces derniers points évoqués ne concernent pas forcément directement notre fandom, on subit à peu près les dommages collatéraux dans la mesure où il y a une ambiance, des comportements types qui s'installent et qui influencent et pourrissent un peu tout ce qu'ils touchent. Et je vais commencer par parler des dites mauvaises habitudes. Vu que l'algo met en avant ce qui génère des réactions immédiates comme la colère, la surprise, le rire, l'indignation indignée, une punchline, disant ce que tout le monde pense tout bas, en cassant le concerné, c'est bien plus rapide et plus attractif à consommer et à partager qu'un raisonnement construit. Fatalement, il devient bien plus rentable en termes de visibilité d'être provocateur que d'être intelligent et nuancé. Merci la limitation des 280 caractères sur Twitter. La construction même du site, Twitter favorise l'émotion forte, pas la réflexion lente, et du coup, les gens sont difficilement encouragés à faire dans l'argument mesuré et nuancé. Les gens savent que s'ils font plusieurs posts d'affilée, ils seront pas lus, donc à quoi ça sert? L'économie d'ascension générée par le fonctionnement de Twitter et par les réseaux actuels pousse donc à radicaliser son discours. Il faut qu'on comprenne une chose. Vu que votre visibilité dépend de votre capacité à capter l'attention et que tout naturellement ce qui génère l'attention c'est le fait de choquer, de faire rire ou de se moquer ou de simplifier à l'extrême, pour être compris des pleupleux qui refont le monde au PMU, ça nous donne une culture de la claque verbale et elle remplace la culture du débat. Tout ceci est renforcé par le fait que Twitter donne cette impression de donner le pouvoir au peuple sur la réputation de chacun. En quelques heures, on peut
peut ériger en héros ou brûler vif quelqu'un en place publique. Et ce pouvoir est putain de grisant et tout le monde en a conscience. Il donne à chacun l'impression de participer à une sorte de justice directe sans passer par le temps des procédures et surtout le filtre de la justice administrative tant critiquée. Et ce pouvoir est réel en quelque sorte, hein. Mais on s'y attardera plus tard quand on ira plus loin dans l'iceberg, pas maintenant. Reste qu'on peut comprendre la démarche car certaines causes sont peu défendues. Une victime de par exemple peut difficilement se faire entendre vu que c'est difficilement prouvable sur l'instant. Et quand tu vas au commissariat pour témoigner, c'est limite si t'as l'impression qu'ils s'en foutent parce qu'ils ont tellement de choses, tellement de dossiers que voilà, ça passe à la trappe. Il y a cette impression que la justice s'en fout et qu'il faut au moins 50 témoignages pour qu'elle réagisse. Mais Twitter offre la possibilité à ce genre de victimes de se faire entendre et d'être crues à hauteur de leurs paroles. À ce moment-là, on peut comprendre que la colère, le cynisme, les phrases chocs sont utilisées. Mais si seulement ça s'arrêtait à ce genre de cas légitime. Tous les groupes d'appartenance ont pris cette habitude, de la plus saine à la plus dégueulasse. Le pouvoir est donné aux victimes, mais aussi aux tarés, et au même niveau. Il peut aussi être donné à ceux qui sont manipulateurs et qui croient être victimes. La mutation profonde des dynamiques sociales et politiques sur Twitter est telle qu'elle s'est orientée vers des solutions radicales, des gestes rapides et spectaculaires, une justice rapide avec une logique de tout ou rien, car la foule numérique, face au sentiment d'injustice, n'a pas de patience d'analyser les conjonctures et de contexte. La foule numérique est globalement plus émotionnelle que rationnelle et a besoin de justice. Une justice rapide. D'autant que ça s'organise comme une cause collective grâce au like, au retweet, ce qui procure un sentiment d'appartenance, une sorte de bandwagon effect, un bandwagon, je sais pas comment on dit. Un bandwagon effect est que le pouvoir en découlant est palpable, est tangible. La culture du choc, faire rire par le culot, faire réagir par la punchline. La crédibilité étant donnée à celui qui arrive à se faire comprendre et à faire rire avec peu de mots, comme un roi de la répartie, à balancer des pensées simplistes et qui demande peu d'efforts cognitifs à son auteur comme à son lecteur. On a des cris de colère auxquels on croit tant ils semblent emplis de sincérité, et on en arrive à l'ambiance nauséabonde de Twitter, où chacun se polarise et polarise les autres, et ça sera le sujet de la seconde partie de cette vidéo, où on s'attaquera au dessous de l'iceberg. Pour l'instant, on est resté doux, croyez-moi. L'homme est bel et bien loup pour l'homme.